Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va? Aujourd'hui, on a invité Manon Vidal, qui est parlementaire bruxelloise, Bonjour les gars. qui est pour le PTB. Alors, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Manon Vidal, j'ai 25 ans. Je suis maintenant du coup élue députée au Parlement de la région bruxelloise et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai vu que tu as fait des études de sociologie à l'ULB, Exactement. un master en J'ai sociologie. un master en sociologie, tout à fait, avec un mémoire réussi. On est très contents. Oui, c'était sur Et quoi? c'était sur les ouvriers d'ArcelorMittal et à Gand et sur la transition écologique dans l'industrie, en gros. Ok. En gros, c'est sur ça. Et tu as été aussi très impliqué au niveau du COMAC. Ouais, c'est ça. J'ai été. Bah oui, j'ai dirigé en partie la section Comac ULB. Donc, ouais, l'ULB, c'est ça. C'est le mouvement étudiant du PTB. En gros, on a fait plein d'actions, que ce soit contre le décret paysage, là, plus récemment, les occupations palestines, la lutte contre les violences sexuelles, Oui, tous ces les thèmes. violences sexuelles qui est vraiment ton point fort. Ouais, C'est c'est où un peu tu mon t'impliques. combat, on va dire. Allez, plus généralement, je pense, révoltée par rapport à la société, comment elle est à l'heure actuelle. Je pense que les choses tournent pas tout à fait rond à plein d'endroits, mais les violences sexuelles, c'est par là que j'ai commencé mon engagement, et notamment avec le mouvement Balance ton bar, qu'on a participé à lancer avec d'autres étudiantes en 2020. Et du coup, comment tu es arrivé à être dans le Parlement? Ouf, comment je suis arrivée dans le Parlement. J'étais pas du tout prédestinée à ça à la base. Bon, j'ai 25 ans, déjà c'est un peu une anomalie, on va dire, statistique. Je suis la plus jeune femme ici, au Parlement bruxellois. Du coup, j'ai commencé à m'engager dans mes études parce que moi, je suis la première génération de ma famille à aller à l'université, à avoir cette chance-là. Et au début, j'étais complètement perdue dans ce monde. J'ai vraiment vu que c'était pas, on va dire, un monde qui était taillé pour des gens qui n'avaient pas Qui spécialement n'ont pas leurs d'études. parents, qui avaient été là avant, etc. Et donc, c'est pour ça, je pense que les questions d'enseignement supérieur, d'accès à l'université, la lutte contre le décret paysage, etc., c'est un truc qui me touche particulièrement. Donc, ça a un peu commencé comme ça. Et puis, évidemment, les questions de féminisme. Donc, ma maman nous a un peu éduqués, on va dire, toute seule avec mon frère. Et donc, j'ai vraiment eu ce modèle, on va dire, d'une femme très Oui, forte. forte, indépendante, qui est là et qui s'occupe de Exactement. tout. Et donc, elle est infirmière aussi. Donc, j'ai aussi vu toute la dégradation, on va dire, des hôpitaux via son histoire à elle, son parcours à elle, parce que elle a eu un burn-out, comme beaucoup de personnes dans le secteur des soins, parce qu'on désinvestit en fait dans ces secteurs-là, et donc elles sont de moins en moins à devoir gérer des patients. Et à la base, c'est un métier qui est un peu un métier passion, quoi. Tu fais ça pour aider les autres, etc. Et elle, j'ai vraiment vu que C'était de moins en que moins c'était bien. de moins en moins ça, et que c'était beaucoup plus dur. Et donc, je pense que c'est un peu tout ce mélange-là qui a fait que j'ai toujours eu un peu une petite révolte contre les inégalités, etc. Et puis, du coup, je me suis engagée à Comac, qui était le cercle qui faisait beaucoup de choses à l'UNIF quand j'ai été là-bas et qui le fait toujours, j'en doute pas. Et donc, ouais, je me suis engagée comme ça, à la base, quoi. Ok. Très concret, quoi. Faire des Et tu choses. n'es pas originaire de Toulouse, tu as habité à Toulouse. Et pourquoi tu es venu faire tes études en Belgique? Ah, c'est une grande question. On me la pose très souvent. Mais donc, ouais, je suis arrivée en Belgique pour mes études. J'avais 17 ans et demi. Je suis tombée in love de la Belgique. Dès que j'ai mis le pied, je savais que j'allais plus jamais repartir. Et on le voit. Ouais, franchement, du coup, j'ai même la nationalité belge et tout maintenant. Je suis députée pour le pays. C'est Oui, fou, c'est quoi. vrai. Et j'avais envie de partir, et j'avais la chance que justement ma famille s'est aussi un peu cotisée pour que je puisse faire des études à l'étranger, en Belgique du coup. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai atterri ici. Parfait. Puis les Belges ont gardé mon cœur. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de ce que tu fais dans le Parlement bruxellois. Et c'est quoi ton rôle exactement? Moi, j'ai vraiment été déjà, en premier lieu sur les listes et mis là par mon parti, on va dire, pour porter la voix des jeunes dans le Parlement. On voit aujourd'hui que dans ce Parlement, on a les 4 plus jeunes élus. Bon, c'est vraiment une fierté, donc j'insiste, on a les 4 plus jeunes élus ici au Parlement bruxellois, avec mes 3 autres camarades ici. Et donc porter la voix des jeunes, parce qu'on nous entend pas du tout assez. Faut du renouveau, un peu, dans ce Oui. Parlement, que ça soit sur la question, je sais pas, il y a plein de trucs qui touchent les jeunes, tu vois, mais
les vraiment jeunes, on va dire, dans les écoles secondaires, t'as toute la question des règlements, tu vois, qui sont d'ordre intérieur, des vêtements, etc., qui sont parfois Oui, discriminants. À Bruxelles, c'est une vraie question. T'as toute la question des transports, parce que quand t'es jeune, que t'as pas le permis, ben, c'est aussi une liberté, tu vois, de pouvoir te déplacer en transport, etc. Et ça, tout ça, c'est des réalités que nous, en tant que jeunes, on connaît, parce que nos potes sont jeunes. On est aussi souvent, on milite dans les endroits jeunes, donc à Comac. Il y a aussi Red Fox, qui est le mouvement écolier oui, du PTB. Et donc on connaît cette réalité-là, et donc c'est vraiment pour porter cette voix-là. Et alors aussi le fait d'être une jeune femme, ça c'est oui, encore en un plus. autre élément. Et donc ouais, c'est pour porter justement la voix, cette voix-là dans les parlements et un peu secouer tout ce vieux monde. On a un principe au PTB, c'est rue Parlement rue. Oui c'est ça, rue Parlement rue. Donc on essaye de porter ce qu'il y a dans la rue, donc les mobilisations, les inquiétudes, les préoccupations des gens dans le Parlement, et on veut porter ce qu'il y a dans le Parlement vers l'extérieur. Parce que souvent, ce qui se passe dans le Parlement, c'est que c'est un milieu qui peut nous paraître très lointain, en tout cas pour la majorité Oui, des gens, je pense. Euh, ouais, qui est un milieu très lointain, etc., très opaque parfois. oui, Avant, les séances, elles n'étaient même pas filmées. Les séances parlementaires, etc., ce qui est un énorme problème démocratique. oui, On parce sait même que, pas ce que tu dis. oui, oui, oui. C'est quoi le truc, tu vois. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important pour nous, c'est de voilà, communiquer vers l'extérieur ce qui se passe dans le Parlement, que rappeler aux gens que le Parlement, ce qui se passe dans le Parlement, c'est à eux, c'est eux qui ont élu, qui nous ont élus, on est redevable envers ces gens. Ça, c'est un truc très fort pour nous. Ok, Voilà. Et c'est aussi pour ça que au BTB, notre particularité, c'est que on vit avec un salaire moyen de travailleur. C'est un truc qu'on on est très fiers de dire, on le dit oui, souvent. Donc c'est vraiment pour rester aussi connecté à la réalité. Parce que quand tu touches voilà, 6 000, 7 000 euros, au bout d'un moment, tu te finis par te oui. déconnecter. Quand tu votes une loi sur l'indexation, Les impôts sur sur... les grandes fortunes, etc. exactement, à un moment, t'es biaisé. Tu te rends plus compte ce que ça Oui. coûte un abonnement de la STIB, ce que ça coûte ben voilà, les factures d'Engie qui explosent, etc. Alors que t'es là pour représenter le peuple, donc t'es Oui. censé voter dans l'intérêt du peuple. Et donc ça, c'est un peu le truc qu'on défend Et avec du le coup, tu t'es quotidien. engagé au PTB, je suppose, pour le côté femmes et jeunes. C'est les raisons principales? Ou pour l'idéologie du parti et dans l'idéologie originale? Ben, moi, au début, j'ai commencé à m'engager au PTB parce que je trouvais que c'était un parti qui faisait ce qu'il disait. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, évidemment, enfin, moi, j'adhère, on va dire, au principe qu'on défend avec le PTB, qui est la vision de société, qui Oui. est le socialisme 2.0. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut une société qui roule pour les besoins des gens. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'on investisse dans les hôpitaux, dans les crèches, dans les écoles, voilà, c'est juste de, entre guillemets, un peu, on pourrait dire la base, mais on pense que là, pour le moment, ce qui se passe dans la société, c'est pas tout à fait ça. Oui. On pense que voilà, c'est plutôt la course au profit, aux cadeaux aux grandes entreprises, etc., versus ben, voilà, le bien-être des gens. Et on le voit, ben, voilà, il y a beaucoup de colère dans la société, etc., qui est Et tu... parfois récupérée aussi par l'extrême droite, hein, malheureusement. Oui. Mais voilà. Et tu m'as dit socialisme 2.0. Le PTB est communément connu comme le parti communiste. Tu Ouais. ne considères pas que vous êtes communiste? Mais on peut dire, en fait, il y a socialisme, communisme. En fait, c'est un peu, comment dire, le même terme. Maintenant, il y a toute une connotation autour du mot communisme, etc. Avec le PTB, on ne le cache pas, on a un passé voilà, où on a été dans des idées, parfois on était sectaire dans notre manière de voir les choses. Puis après, à partir de 2008, on a eu un congrès dans le parti qui s'appelle le Congrès du Renouveau. Donc à partir de ce moment-là, on a dit, ok, mais en fait, c'est déconné, cette vision de la société, c'est pas ça qu'on veut. On pense qu'il faut justement ce socialisme 2.0 à la belge, dans notre contexte, on ne veut pas appliquer ce qui s'est passé en URSS, on ne veut pas appliquer ce qui se passe en Chine, en Belgique. C'est pas ça du tout notre point. Et parfois, c'est un peu aussi caricaturer notre position. C'est un truc qui arrive souvent. Et je comprends qu'il y a aussi de l'incompréhension par rapport à ça. Et donc, moi, j'aime bien toujours expliquer aux gens Qu'est-ce que c'est réellement? ce truc-là. Oui, voilà, qu'est-ce qu'on défend réellement. Parce on vous traite d'extrémistes, Mhm. etc. Et c'est vrai que beaucoup de communisme, historiquement, était totalitariste, mais vous, vous êtes démocratique. Mhm. À fond, ben justement, on défend une vision de société où justement, on veut que la démocratie soit encore plus grande. Parce que moi, enfin, personnellement, je trouve que parfois, on peut se poser la question de, là, le modèle démocratique dans lequel on est, tu vois, une fois tous les 5 ans, on va voter.
Puis on sait pas trop ce qui se passe dans le Parlement. En fait, on pourrait beaucoup plus impliquer les gens proches de chez eux, dans des comités de quartier, dans des organisations de jeunesse, des organisations de femmes, etc. Beaucoup plus les impliquer dans le processus démocratique de, ok, tu vois, mais faire de la politique, c'est tout con. Enfin, pas entre guillemets, c'est tout con, mais c'est des trucs très basiques, aussi basiques que dire, ah, en fait, il manque un arrêt de bus à côté de chez moi, ah, en fait, j'ai besoin qu'il y ait plus de récoltes de poubelles dans ma rue. Ça, c'est de la politique déjà. Et nous, on veut pousser au maximum à ce que les gens puissent donner leur avis sur ça, et qui n'est pas encore assez entendu aujourd'hui, je pense. Et sur le côté, oui, on est l'extrême gauche, etc. C'est toujours on va dire un petit peu le truc qu'on nous reproche. Mais moi, je pense pas que ce soit extrême d'être antiraciste, d'être antisexiste, de penser qu'il faut mettre au centre les besoins des gens. Oui, l'être humain. Exactement. Enfin, moi, c'est ma vision. À chaque fois qu'on me dit, ouais, t'es extrême et tout. Enfin, on me l'a jamais dit comme ça. À chaque fois, c'est toujours le PTB extrême et tout, mais je rapporte toujours à moi comment je me sens dans le truc. Je me sens pas extrême, tu vois. Je me sens pas. Je suis pas dans la haine, tu vois. Enfin, c'est un peu le truc où. Ouais, voilà. Et du coup, le PTB n'est pas un parti extrémiste pour toi? Non, moi je préfère gauche radicale. Gauche radicale, par contre, ok. on est radicaux sur nos principes. Ça, c'est un vrai truc. On ne démord pas avec nos principes. Par exemple, le truc des salaires des politiciens, on ne démord pas. On ne se fera jamais corrompre par rapport à ça. Parce qu'on pense que c'est notre vision de la société, et on pense que c'est important démocratiquement et pour représenter les travailleurs, les travailleuses, et ne pas les trahir, justement. Oui, justement, si quand ils donnent une voix, quoi, tu vois. Si vous dites qu'il faut faire plus d'impôts, plus de redistribution de l'argent, et après vous gagnez plus qu'eux, c'est un peu... C'est absurde. Oui, c'est absurde. Il y a un moment où il y a un truc où ça colle pas, tu vois. Ouais. Voilà. C'est comme le truc du décret paysage, par exemple. Bah, on est le seul parti à voter contre en 2021, on a toujours été contre, depuis le début, tu vois. Et parfois, ça peut arriver, tu te trompes, t'as peut-être pas... Bon, j'espère que ça n'arrive pas, en mode tu lis mal le texte et tu comprends mal, j'en sais rien, mais... Je veux dire, sur le décret paysage, on était les seuls à voter contre, on a toujours été contre, et on a tenu ce principe-là, même si on était les seuls dans le Parlement. Et en parlant du décret paysage, tu penses qu'on est en train d'arriver à une solution, ou qu'il faut tout changer? Tout changer, parce que il y a eu des concessions, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas assez. Bah, du coup, le gouvernement en fédération, donc ça c'est un peu compliqué, c'est la Belgique et son millefeuille institutionnel. On perd beaucoup d'argent à avoir tout ça au Parlement d'ailleurs. Donc, le décret paysage, le problème qu'il y a, je pense, avec ce truc-là, c'est qu'on ne s'attaque pas du tout aux vrais problèmes qu'il y a dans les études supérieures en Belgique. Aujourd'hui, il y a une part grandissante d'étudiants qui doivent jobber pendant leurs études. Ben moi, par exemple, j'étais dans ce cas-là. Il y avait des moments dans mes études, j'avais 3 jobs en même temps. Bon, c'était déconné, c'était n'importe quoi. Heureusement, ça s'est bien passé pour moi. J'arrivais à suivre mes cours. Enfin non, je suivais pas mes cours, justement, c'est ça le problème. Mais j'arrivais à réussir mes examens, etc. Mais t'en as plein pour qui c'est difficile, c'est pas possible d'aller en cours, et ils ont besoin d'aller en cours, mais pourtant ils sont obligés d'aller à leur job, etc. Donc ça, c'est un premier problème avec le décret paysage, c'est qu'on dit, en fait, on va pas s'attaquer à ce problème-là. On va plutôt exclure plus vite les étudiants qui, en fait, ratent. Mais pourquoi les étudiants ratent ? Ça, c'est un peu la question. Et alors après, il y a toute la question du refinancement, le fameux refinancement de l'enseignement supérieur. Ben voilà, il pleut dans des auditoires, il y a pas de manque de profs, parfois t'as des TP où t'as 30-40 élèves. Mais même pour les profs, c'est pas chouette. Oui, c'est pas possible. Non. Et je veux dire, si t'es dans le fond de la classe, t'entends rien, t'y arrives pas. Juste, faut pas avoir fait des grandes études pour capter ça, c'est juste pas possible. Donc c'est ça le problème avec le décret paysage, je pense, c'est que on est de plus en plus dans une vision élitiste des études, où en fait ça va être les personnes qui peuvent se permettre ont été dans des bonnes écoles secondaires, donc en fait ont déjà un peu le niveau, et donc suivent plus facilement, on va dire, leurs études. Soit, leurs parents ont les moyens de leur payer un cote, etc. Et donc c'est très bien pour eux. Enfin, moi je pense qu'on devrait tendre à une situation où en fait aucun étudiant ne doit jobber. Le job d'un étudiant, c'est d'étudier et de réussir ses examens et d'être focus sur ça. Et s'il travaille, que ce soit un plus et pas une nécessité. Exactement. En Belgique, on a la chance que les universités sont publiques et le prix est limité à un certain prix. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon pour les étudiants. Et tu penses qu'il faudrait faire plus de limitations dans ce système ou non ? La limitation, tu veux dire, Niveau d'argent, des prix. Ou ça, c'est bien ?
Bah, moi, je pense, donc déjà, pour revenir un peu sur... donc aujourd'hui, il y a effectivement un gel du Minerval en Belgique francophone, parce qu'en Flandre, c'est indexé, donc ça augmente chaque année. C'est vraiment chaud. En Belgique francophone, il y a le gel du Minerval, 835 €, qui a été gagné, c'est gagné vraiment, j'insiste, par le mouvement étudiant, ça. Je pense que c'est en 2017 ou en 2014, je sais plus non plus. Il y a eu des grandes mobilisations pour justement demander un gel du Minerval avec la campagne Sauver Wendy, qui a été vraiment, il y a eu des manifestations, c'est énorme, enfin, vraiment c'est impressionnant, donc c'est un truc que une victoire que les étudiants ont vraiment arrachée. Ça c'est un premier truc. Maintenant, moi je pense que les études en soi, ça devrait pouvoir être accessible à tous et à toutes, et donc évidemment que l'argent est un frein. Mais il y a aussi des bourses en Belgique. Il y a aussi des bourses. Le problème avec les bourses, c'est que, bon, déjà, t'es pas toujours au courant que tu as le droit à la bourse. Parfois, tu es juste, tes parents gagnent juste Un peu un plus. tout petit peu au-dessus, et donc t'as pas le droit à la bourse. Souvent, la bourse aussi, elle couvre pas l'entièreté des frais d'études, parce que, ben voilà, les frais d'études, voilà, t'as le cote, si tu cotes, t'as la nourriture, c'était aussi en cote, Les t'as le transports. matériel, les transports. C'est tout un ensemble de trucs. Puis il est sorti quand même. Enfin, je veux dire, le monde étudiant, c'est quand même la base, tu vois. Normalement, pendant tes études, tu découvres, tu peux un peu sortir, t'es un peu plus libre qu'en secondaire. Oui. Tu sais, il y a toute une partie des jeunes, malheureusement, qui de plus en plus vont devoir rogner sur ça. C'est pas cool. Ça va pas. Et ces étudiants que tu dis qui peuvent sortir, etc., tu trouves pas que les études, c'est pour faire des études et non la fête? Parce que c'est un argument utilisé. Ah, genre les étudiants qui font genre la guinda et qui font Oui. rien, etc. Mais je pense, allez, ça existe, tu vois, après d'office, t'en as qui font ça. Ça existe. Mais je pense, bon, déjà, il y a une première chose, c'est que c'est un peu dans le package des études. Enfin, oui, évidemment, il y a tout le côté, tu vois, quand tu fais des études, il y a le côté apprentissage. En limite, c'est pas vraiment que tu apprends un métier, parce que c'est pas que tu fais des choses très pratiques, sauf dans certaines Oui, mais c'est plus ouais. concret qu'à l'école. Oui, c'est ça, je veux dire, t'as tout le côté apprentissage, etc. Mais je pense que l'UNIF, c'est aussi un endroit. Enfin, moi, par exemple, l'UNIF, c'est l'endroit où je me suis politisée, tu vois. Et donc, c'est aussi, je pense, normal que les étudiants aient le droit aussi à avoir ces loisirs-là, tu vois, que ce soit les cercles étudiants. C'est très intéressant, il y a une étude qui vient de sortir, c'est dommage parce qu'elle a été peu médiatisée, sur l'échec, les causes de l'échec à l'université. Une étude de Lucie Louvain. Donc, c'est pas non plus les gros gauchistes, hein. Enfin, Oui, voilà. oui. C'est vraiment une étude sérieuse, etc., qui est sortie. Qui pointe que donc ils ont suivi pendant 5 ans une cohorte, donc un groupe d'étudiants de bac 1, et ils ont étudié c'est quoi les éléments qui faisaient qu'ils échouaient, ceux qui ont arrêté leurs études, ceux qui ont continué et tout. Et en fait, la première raison de ça, c'est les origines sociales. Ceux qui rataient, c'est ceux qui venaient d'un milieu plus modeste, qui avaient des parents qui n'avaient pas fait spécialement l'université, qui avaient des revenus moindres, etc. Et on pourrait se dire, ah oui, ok, mais c'est évident, tu vois, tout le monde le sait ça. Mais en fait, non, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est pas une réalité, que justement, il y a ce cliché de Oui. les étudiants foutent rien et tout. Non, en fait, c'est scientifiquement prouvé que la première cause de l'échec, c'est le milieu social. le milieu dont tu viens. Et en fait, l'école, l'université, ça devrait être là où justement tu gommes les inégalités sociales. Et c'est l'endroit où il y a le plus d'inégalités Et sociales. c'est l'endroit où ça se reflète le plus. En parlant d'inégalités, il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui votent plus à droite qu'à gauche, qui disent oui, mais si tu es pauvre, si tu travailles, tu pourras réussir. Et tu mérites cet argent. Pour toi, est-ce qu'il y a une méritocratie dans ce type Dans cette manière de penser. Oui. Bah, je pense surtout que c'est un peu vendre du rêve aux gens. En fait, c'est ça qui va pas, c'est que c'est un peu vendre du rêve aux gens. Parce que quand tu vois les Steve Jobs, en fait, ces gens-là, on nous fait croire qu'ils ont une super invention dans leur garage et waouh, ils ont énormément travaillé et incroyable. Après, ils ont eu plein d'argent, ils sont, grâce aux fruits de leur cerveau et leur travail, ils ont réussi à devenir milliardaires. Mais en fait, ce qu'on nous dit pas dans cette partie de l'histoire, c'est qu'en fait, ils venaient déjà d'un milieu extrêmement aisé, où ils avaient des contacts, leurs parents avaient des contacts, etc. Et donc, évidemment, c'est plus facile. La partie des gens qui viennent d'un milieu, on va dire, moyen ou pauvre et deviennent milliardaires, en fait, est extrêmement fine. Je pense pas qu'il faille rien foutre. Je pense pas, Oui. mais je pense qu'il y a une grande part, et il y a beaucoup d'études de sociologie qui l'ont montré, là c'est la sociologue en moi qui parle, il y a quand même du déterminisme social, malheureusement encore dans notre société, et c'est, je pense, au monde politique, justement, d'organiser la société pour que ce déterminisme social soit le moins grand possible. Et j'ai une question parce que beaucoup de gens disent ok, mais il y a des gens qui sont inscrits aux études pour gagner le CPAS ou les aides familiales, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont mis le décret paysage.
que tu es d'accord avec ça? Parce que c'est une réalité, il y a des étudiants qui font ça. Mais pour toi, c'est un problème réel ou c'est une minorité à négliger? Franchement, moi, j'en ai jamais rencontré des gens dans ce cas-là, donc je sais pas, tu vois, à quel point c'est un phénomène très répandu. Moi, j'ai l'impression que on peut pas, pour une minorité de gens, mettre en place un système qui va faire autant de casse sur le côté pour tous les autres. Moi, c'est ça que je pense. Et pour revenir sur les grandes richesses, vu qu'on en parlait maintenant, Ouais. est-ce que pour toi, le fait de taxer plus les grandes richesses ne fait pas qu'ils vont peut-être partir Ouais, ça, et c'est évader exactement- l'argent? Parce que ça, c'est l'argument numéro un pour contrer la Ouais. taxation des richesses. Bon, Qu'est-ce ça, que ils t'en le font penses? déjà, l'évasion Oui, fiscale. oui, ça, mais oui, ils le font déjà. Ça, c'est, voilà. Ils n'ont pas besoin de... non, bah, du coup, par rapport à ça, c'est très très intéressant parce que c'est un discours en fait, qui est surtout porté par bah, le Oui. VOCA, donc c'est le syndicat, on va dire, des patrons, quoi, qui est un peu insufflé comme ça dans la société, de mais oui, ils vont partir, etc. Bon, déjà, c'est faux, ils ne partent pas, c'est aussi montré par des études. Je me base beaucoup sur la science parce que je pense que c'est important de parler avec des faits. En France, il y a eu un président qui s'appelait François Hollande, Oui. qui a mis en place la taxe des riches. Il y a eu une étude qui a été faite, il n'y a pas une évasion du tout. En fait, c'est même plutôt le contraire. Il y en a même plus qui sont venus. Nous, ce qu'on veut taxer, c'est à partir de 5 millions. Parce qu'on pense 5 pas millions au total, 5 000, oui, c'est ça, total. en valeur pécuniaire ou en valeur ou en argent? T'as le patrimoine, etc. Ok. Donc, 5 millions, parce qu'on pense, tu vois, par exemple, ça arrive qu'il y a des gens qui ont acheté, je sais pas, une maison au centre de Bruxelles il y a 70 ans, la maison maintenant elle vaut 1 million, mais dans les faits, la personne ne vit pas comme un millionnaire, tu vois. Donc c'est autre chose. Donc nous, on dit à partir de 5 millions, on veut une taxe progressive, donc de 1%, voilà. Et donc, rien qu'avec ça, tu peux récolter 7 milliards d'euros. Non, en fait, avec ça, tu fais vraiment beaucoup de choses. Et en Belgique, on a ce problème que, bah voilà, les partis traditionnels, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça parce que c'est aussi, bah, on va dire, il y a aussi des conflits d'intérêts, etc. J'imagine. Oui, et ce n'est pas très libéral, par exemple, pour le MR, de taxer les fortunes. C'est ça. Donc, mais je pense que c'est plutôt que s'attaquer, on va dire, regarder toujours vers le bas, les chômeurs, les malades de longue durée, etc. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a des malades de longue durée? Enfin, il faut aussi un peu réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces personnes-là, plutôt que de taper toujours vers le bas, aussi regarder vers le haut. D'où est-ce qu'on peut en fait en réalité aller chercher cet argent-là? Parce que l'argent, il y en a vraiment en Oui. Belgique. Et aussi diviser les salaires des politiciens, ça c'est un truc qu'on amène tout le temps, tout le monde vote contre, tout le temps. Et aussi, il y a le cas que normalement on ne peut pas cumuler les salaires, Ouais. mais il y a chaque fois de plus en plus de cas de salaires qui ont été cumulés. Exactement. Et donc c'est pour ça, nous, on propose, avec le PTB, mais c'est un truc avec lequel on est déjà venu dans les parlements, il y a déjà eu des votes et tout ça, de diviser par deux le salaire des politiciens. Donc, par exemple, ici, un député en région bruxelloise, il gagne 7 000 € par mois de salaire, juste le Net salaire. ou brut? Net après les impôts. Donc 7 000. Ok. Ok. Sans te compter, parce qu'en plus de ça, il y a une enveloppe de 2 000 € que les députés reçoivent, où tu dois rien justifier. Donc chaque mois, tu reçois 7 000 plus 2 000. Et les 2000, il n'y a pas de raison? Juste des députés. Tu vois? C'est pas mal, c'est sympa. Tu vois, ouais, c'est tranquille, tu vois. Bon, donc, nous, on propose que le salaire de 7 000, on le coupe en deux. Et on arrête avec le truc des 2 000, évidemment. On le coupe en deux. Ça va, t'es député, tu gagnes 4 500 €. Ça va, tu vois, c'est plus qu'une infirmière, c'est plus... Enfin, tu vois, c'est Oui, ok, c'est classe tu vois. moyenne, c'est bien. Bah ouais, t'es quand même bien. Ouais, donc, ouais. Et non, ils veulent jamais. C'est toujours refusé. Mais ça devient moins attractif. Et surtout, c'est eux qui font les règles. Oui. Donc pourquoi voter contre un truc qui, en fait, te met bien, tu vois. Enfin, Oui. ces grandes entreprises-là, elles ont besoin aussi, en fait, de la main-d'œuvre belge, qui est une main-d'œuvre très spécialisée, qui est avec un haut niveau de savoir-faire, on va dire. Ils ont besoin aussi de cette main-d'œuvre-là. Et en parlant de main-d'œuvre, une question qui est aussi un grand débat au jour d'aujourd'hui, c'est l'immigration. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses du fait des gens qui disent non, mais ils viennent dans nos pays, ils font la merde, ils font ta. Quelle est ton opinion sur l'immigration? Bah, je pense il faut déjà... d'en dehors d'Europe. Donc, il faut s'intéresser à pourquoi est-ce que ces gens partent là. Et je pense que là, dans ça, les gouvernements occidentaux ont une responsabilité. Parce que il y a eu beaucoup de déstabilisation dans par exemple, les pays du Moyen-Orient, parce que c'est des pays qui sont très riches en pétrole, en matières premières, etc. Il y a beaucoup d'intérêts là-bas. Il y a beaucoup d'intérêts, on va dire, géostratégiques. Oui. Et monétaires, voilà, monétaires. Et donc, il y a eu, voilà, un intérêt, un moment des puissances occidentales
à aller là-bas. Et c'est venu déstabiliser aussi l'économie de ces pays-là. Il faut s'occuper, je pense, des causes, de pourquoi est-ce que les gens partent, arrêter d'aller mettre notre nez là-bas, œuvrer pour la paix, une paix active, pas juste envoyer, entre guillemets, des armes en plus qui va juste faire qui va faire plus de guerre, oui. Ça va faire escalader. Tu ne règles pas une guerre en envoyant des bombes. Enfin, juste, ça paraît logique, mais c'est un peu... Mais c'est ce que fait beaucoup de pays. Exactement. Et nos pays, principalement. Et nos pays aussi. On doit avoir ce rôle, en tant que Belgique, de dire, ok, il faut des négociations. De toute façon, toutes les guerres se finissent par des négociations. Autant les faire avant. Exactement. Il y a un armistice à un moment. Donc, mettons-nous autour de la table et on peut avoir ce rôle-là de médiation, de trucs, de machin, ce qu'on veut. Je dis pas que c'est facile. Je pense que c'est extrêmement compliqué et tout. Et pour revenir sur l'immigration, tu m'as dit, il faut connaître le passé, le parcours. Et beaucoup de gens disent, ceux qui sont en contre, ils disent, oui, mais c'est super cher passer illégalement, ce qui est vrai. C'est cher pour les personnes passer illégalement en Europe parce qu'il y a du trafic. Certaines personnes disent, pourquoi ils ne le font pas légalement si déjà ils dépensent beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu penses ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Parce qu'il y a l'urgence. Je pense que quand t'es rendu à traverser la Méditerranée sur un bout de matelas pneumatique, à tenter ta chance, quoi. Enfin, c'est dans l'urgence. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que en Afrique subsaharienne, la plus grande immigration, elle a lieu en intra-africaine, en fait. Pas tellement vers l'Europe. Il y en a énormément, mais en fait, si tu regardes la proportion, c'est un peu, parfois on a l'impression, tu vois, quand on entend les discours d'extrême droite et tout ça. Oui, qui nous envahissent, ils viennent dans nos campagnes. Ça l'arrive. Mais je pense que l'immigration, ça peut être aussi une richesse, etc. Enfin, c'est pas pour faire des discours cul après ligne, etc., humanistes, machin. Je pense que c'est une réalité, tu vois. T'as des gens, ils ont vraiment des compétences. Ça peut être aussi genre... Et pour toi, ce n'est pas une nécessité, vu le taux de natalité qu'on a en Europe? Et après le baby boom qui partent à la retraite, il manque des gens dans le travail. Pour toi, ce n'est pas une nécessité, l'immigration? En fait, c'est ça tout l'enjeu, je trouve. On doit faire vraiment attention parce que ce qui se passe maintenant, c'est que les personnes sans papier, les personnes qui viennent d'arriver en Belgique, de l'immigration et tout ça, ils se retrouvent à faire les boulots que personne ne veut. Ils savent que c'est des gens qui sont pas dans une situation de négocier, qui sont pas dans une situation ils n'ont pas de papier, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, donc évidemment, ils font ça. Allez, il y a une pression pour après baisser les salaires vers le bas. Tu sais très bien que si, on va dire, il y a un Belge, un mec qui a nationalité belge qui dit moi je veux pas bosser pour 1400 € faire ça, ok, mais il y a 30 mecs derrière qui n'ont pas de papier, qui vont dire oui, donc ils s'en servent pour baisser les salaires aussi. Par rapport à ça, c'est pour ça que nous, avec le PTB, on demande justement qu'il y ait une augmentation des salaires, qu'on débloque la loi de 96, qui est une loi en fait qui bloque l'augmentation salariale. T'as plein de boulots, il commence à y avoir des pénuries, infirmiers, les puéricultrices, etc., parce que c'est des boulots qui sont essentiels à la société. Si on n'a pas ça, infirmier, voilà, je te fais pas un dessin, puéricultrice, etc., pareil, ceux qui s'occupent des enfants en bas âge. Et donc oui, il faut revaloriser ces métiers-là pour donner aussi envie aux gens de dire ok, viens dans ce métier-là, enfin, la société reconnaît que c'est un bon métier aussi en te donnant un bon salaire. Alors, on va parler du mouvement Balance ton bar qui doit être une des choses les plus fières. De ouf. Oui, et du coup, comment t'as eu l'idée? Comment tu t'es dit je vais faire ça? Bon, déjà, c'est toujours une idée, je pense, collective. Donc ça, c'est déjà le premier truc que je veux dire. Ce qui s'est passé, c'est que donc c'était en 2021. Et je me souviens, donc j'étais sur mon Insta et tout, normal chez moi, comme beaucoup de personnes, je pense. Et je vois passer des témoignages qui nommaient des bars, quoi. Donc, et en fait, pour être 100% honnête, il y avait déjà, entre meufs, dans le monde étudiant et tout ça, on se disait déjà, ouais, va pas trop dans ce bar-là, ça craint un peu, nanana, mais là, c'était la première fois que je voyais une telle vague de témoignages. Après, du coup, j'ai posté un message juste sur un groupe où il y avait plein de filles, des étudiantes, et du coup, j'ai juste dit, les gars, venez, on fait un truc parce que c'est trop, il y a trop de gens qui ont vécu ça, c'est pas possible, faut qu'on demande des choses aux politiques. On a organisé en 48 heures une manifestation, il y avait 2000 personnes, c'était ouf. Enfin, franchement, quand j'ai vu arriver les gens, au fur et à mesure, j'étais là, putain, c'est une dinguerie, oui, qu'il y avait une problématique réelle et personne ne faisait rien. Ouais. D'abord, le rassemblement, c'était en soutien, évidemment, à toutes les personnes qui avaient témoigné et tout.
Et alors, ce qu'on demandait, c'était que, déjà, de un, le bar ferme, le temps qu'il y ait une enquête qui soit faite. Ça, c'était le premier truc. Et ce qu'on demandait aussi, c'était qu'il y ait un centre de prise en charge des violences sexuelles à Ixelles, à côté des étudiants et des étudiantes. Parce que pour le moment, il y en a un seul, au CHU Saint-Pierre. Juste là, je fais un peu la pub parce que c'est un dispositif qui est extrêmement bien. Donc c'est proche d'un hôpital, c'est toujours à côté d'un hôpital. C'est un endroit où il y a médecins, psychologues, policiers formés à entendre la parole des victimes, et où les victimes peuvent aller se faire ausculter, parce que souvent il faut une auscultation pour des preuves, etc., se faire accompagner psychologiquement et déposer plainte. Et on voit que ces centres-là, ils ont un super impact dans le parcours des victimes, que ça permet aussi de plus facilement porter plainte, etc. Dans ce cadre-là. Donc ça, c'est ce qu'on demandait. Et ce qu'on nous a répondu, c'est qu'on allait faire une étude sur le sujet. Et elle est encore là, l'étude, non? Ils sont encore... L'étude, elle vient d'arriver. L'étude, elle est arrivée en juin. Donc déjà, le truc, ça a mis 4 ans à être fait. Donc voilà. Les résultats, c'est juste ce qu'on sait depuis toujours. Il y a aussi une autre enquête qui avait été faite qui a montré que une étudiante sur 6 en Belgique va être confrontée au viol pendant ses études. Confrontée, c'est-à-dire pas violée, mais qui sera dans une situation possible. Exactement. Quoi. Énorme, hein. Une sur 6, et tu te dis, putain, je fais mes études, quoi. Enfin, c'est pas... c'est dingue, vraiment, c'est complètement dingue. Donc, je pense que à l'heure actuelle, le monde politique n'a pas encore capté à quel point c'était un enjeu, parce que pour le moment, il y a la parole, enfin, les personnes qui, on va dire, osent prendre la parole, c'est toute petite partie de l'iceberg. En dessous, il y a ce qu'on appelle le chiffre noir des violences sexuelles. C'est pas moi qui l'invente, c'est un truc qui est dit par les militantes féministes. Il y a une toute petite partie des personnes qui portent plainte, qui osent en parler, etc. Mais il y a l'énorme majorité des personnes qui vivent des agressions sexuelles qui n'osent pas en parler. Parce qu'il y a plein de freins. Il y a la peur d'être mal reçu par la police. Il y a la honte aussi. La honte, exactement. Ce que la société nous renvoie, parce qu'il y a toute une culture du viol. Ah, mais en fait, est-ce que c'était vraiment un viol? Est-ce qu'elle l'a pas quand même cherché? Tous ces trucs-là qu'on nous apprend depuis toujours, qui font qu'on intériorise, entre guillemets, ce truc-là. Et donc, je pense que le monde politique doit se bouger le cul. Désolée, je parle trash, mais vraiment, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'est vu, tu l'as dit maintenant au Parlement avec... Hier, j'ai eu ma première intervention. Oh là là, mon Dieu, c'est parti aussi. Ça se voyait pas trop dans la vidéo, mais il y a une forte réaction du groupe des engagés. Parce que j'ai dit, donc je vais remettre du contexte, on a notre ministre-présidente en Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelle Elisabeth de Gries, qui est aussi ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, voilà, c'est la nouvelle ministre, qui a déclaré que par rapport aux violences sexuelles, son gouvernement n'allait pas faire des mesures qui nécessitent des moyens énormes. Sa phrase littérale. Okay. Moi, ça me choque d'entendre ça, parce que pour moi, le problème, il est énorme, et donc, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il faut investir, il faut employer des gens qui vont faire de la prévention sur le terrain, il faut justement ce truc de centre de prise en charge de violences sexuelles, ça va coûter des moyens, si on fait des campagnes de prévention. Si on veut refinancer la justice, etc., ça va aussi demander des moyens de faire ça. Tout ça va demander des moyens. Donc, de dire que on va faire des solutions, mais pas coûteuses, c'est juste dire on va faire des mesurettes. Les femmes, les militantes féministes, en ont marre d'entendre ce discours-là. On est en train de tirer la sonnette d'alarme comme jamais. Là, en ce moment même, il y a un procès en France qui est historique. Du contexte, il y a une femme qui s'appelle Gisèle Pellicot, qui a été droguée, violée pendant 10 ans par plus de 80 hommes. Il y a le procès maintenant en cours en France. Elle a eu la phrase incroyable de dire « il faut que la honte change de camp, et donc je veux que mon procès ne soit pas à huis clos ». Parce que le patriarcat, la culture du viol nous dit « mais c'est à vous d'avoir honte. C'est à toi, tu es souillé, tu as été souillé d'avoir été violé, quoi. » C'est presque ça le truc, tu vois. Moi, j'invite vraiment les députés qui sont dans ces assemblées-là à venir à des rassemblements féministes et à écouter la parole des femmes dans ces rassemblements-là. T'en as une qui témoigne, puis t'en as 10 qui arrivent, et puis ça dure pendant 2 heures, quoi. Et c'est fou. Toutes les femmes ont une histoire d'agression sexuelle à raconter. C'est un problème de société énorme, et il n'y a pas de secret. Tant qu'on n'investira pas, on n'arrivera pas à régler ce problème-là. Et il y a aussi une plainte que, vu que beaucoup de gouvernements et de sociétés, etc., s'investissent dans la cause féministe,
Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'une soi-disant voix des femmes plus importante que celle des hommes. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration? C'est marrant, j'ai jamais entendu ça. J'ai pas l'impression de ça, quoi. Justement, j'ai l'impression que quand t'es... Mais je trouve que ça s'est montré encore plus au Parlement quand j'ai voulu parler. Justement, quand t'es une femme, encore plus que t'es une jeune femme, on a quand même plus tendance à ne pas t'écouter, à te faire la morale, à t'expliquer qu'en fait ce que tu racontes c'est pas tout à fait vrai, à te mansplainer, en gros ça veut dire t'expliquer, c'est quand un homme explique à une femme Parce qu'elle est bête. parce que voilà, parce qu'il pense qu'il sait mieux, etc. Mais c'est beaucoup de mécanismes inconscients et je pense qu'il y a une grande partie où il faut faire de l'éducation, il faut expliquer, tu vois, ça arrive, tu vois, moi il y a des potes à moi qui me mansplainent, pourtant c'est des mecs, voilà, qui sont... Mais c'est pas aussi une construction féministes, sociale qui ouais, n'est pas volontaire? Ouais, je pense que c'est des trucs c'est de l'éducation, tu vois, ça s'apprend au fur et à mesure. Et du coup, il y a certains postes de travail qui gagnent plus d'argent, mais parce qu'ils génèrent plus d'argent. Et le fait du système de baisser les salaires, par exemple, des politiciens, rendrait le travail moins attractif, qui sont devant la lumière, etc. C'est un argument souvent en contre des partis de gauche radicale comme le PTB. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc il y a deux choses. Il y a les députés. Souvent, l'argument utilisé par le MR, c'est il faut bien les payer, comme ça ils ne seront pas corrompus. Donc, voilà. Je pense que 4500 €, ça va, tu vois. Enfin, Oui, c'est très bien. C'est le premier truc. Et alors, dans la première partie de ta question, mais en fait, qui travaille pour les patrons? Imaginons Audi. En fait, c'est qui crée la richesse? Les travailleurs, c'est les ouvriers. Bon, ça, on est d'accord, c'est eux qui appuient sur le bouton, c'est eux qui font la carrosserie, c'est eux qui font le truc, etc. Effectivement, le patron, il est là pour manager, pour machin, etc. Mais moi, je pense que, en réalité, le patron n'est rien sans ses ouvriers. Moi, je pense que c'est... Et je pense que c'est au moins, on entend, ouais, mais les ouvriers ont besoin du patron, et n'oublions pas que le patron a aussi besoin des ouvriers. Et souvent, le patron, en fait, en général, récolte les fruits et récolte on va dire, le profit. Mais le patron aussi, on peut dire qu'il prend aussi beaucoup de risques, car c'est lui, s'il y a un problème dans l'entreprise, c'est lui qui prend tout, parce que les employés, ils seront licenciés, mais avec le préavis, puis ils pourront toucher le chômage, etc. Oui, justement, pas trop. En fait, c'est ça le truc, c'est que par exemple, là, tu vois ce qui se passe avec Audi. Oui. Ben justement, là, t'as toute une partie des travailleurs, surtout ceux qui sont intérimaires. 4000 travailleurs, c'était, non? Ouais. Qui, eux, ben, touchent rien, tu vois. Ils sont pas payés au chômage, là. Ils touchent rien depuis que l'usine ne tourne plus. Donc là, ils ont repris la production, je pense que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ben, souvent, en général, ce qu'on voit, c'est que on n'est plus, entre guillemets, à l'époque du début du capitalisme, où justement, c'est le petit patron qui a sa petite usine, etc. Maintenant, ce qui s'est passé, le capitalisme a évolué. D'ailleurs, c'est très bien analysé par Marx. Maintenant, c'est plutôt des grandes firmes, des grandes... il y a une monopolisation, ce qu'on appelle des industries et tout. Par rapport à ça, les patrons, imaginons, il y a une usine qui marche pas bien. Par exemple, ce qui se passe avec Audi là. En fait, c'est pas que l'usine, elle marche pas bien. Les profits de Audi n'ont jamais été aussi grands depuis le Covid. Donc, et l'usine est ultra moderne. Ils pourraient faire autre chose, c'est juste qu'ils décident que, par rapport aux profits qu'ils font, ils veulent en faire encore plus, parce que c'est la course à la concurrence dans le système capitaliste. Tu te fais bouffer si tu es moins concurrent. Et donc, tu es obligé à un moment faire des économies. Et souvent, tu fais des économies sur la main-d'œuvre. Et donc là, c'est ce qui se passe avec le groupe Audi. C'est pas du tout qu'ils sont en train de faire faillite. En fait, limite, ça serait mieux pour les travailleurs si Audi est en train de faire faillite au niveau de la loi. Parce que du coup, bah voilà, ils pourraient essayer de retrouver un repreneur, etc. Non, là, c'est pas le cas. Audi n'est pas en train de faire faillite. Mais aussi, s'ils ne vont pas produire cette voiture, on ne peut pas donner du travail imaginaire. Ces voitures n'existent pas, ne vont pas être construites en Belgique. Du coup, ça, c'est un peu l'excuse qu'ils utilisent. On va pas fabriquer la voiture. Qu'est-ce que vous voulez, qu'on emploie des gens pour rien faire? Ouais, c'est ça, mais donc ils pourraient changer de modèle. En fait, le truc qui se passe, c'est que je pense que c'était un modèle électrique. Oui, c'est le nouveau qu'ils veulent sortir, ouais. De luxe, Utron. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, là, on se rend compte que malheureusement, les voitures électriques, c'est pas du tout encore assez. Enfin, c'est pas encore une solution. Parce que. Est-ce que la tu vas batterie, faire etc. Voilà, la batterie, est-ce qu'il y a suffisamment de bornes, etc. Bah non. Non. Juste, c'est pas. Donc voilà, ils ont, entre guillemets, fait un mauvais choix dans leur stratégie. Et maintenant, qui paye? Et c'est les autres qui payent. Ces choix, c'est les travailleurs. Et donc ça ne va pas. Du coup, ma petite anecdote, c'est que depuis que je suis élue députée, je pense que ça m'arrive au moins une dizaine de fois, soit qu'on ne m'autorise pas l'accès au Parlement, soit qu'on me demande si je suis députée, si je suis assistante parlementaire, etc.
parce que j'ai l'air jeune, et je suis jeune. Et donc, à chaque fois, à un moment, on était avec mes camarades Souleymane El Mokadem, Mehdi Talbi et Octave Daube, et donc on a tous les quatre entre 26 et 24-25 ans. Et moi, ils nous ont littéralement genre, presque empêchés de rentrer dans la séance, genre vous allez où, venez d'où, machin, tu vois. Donc ça, c'était un peu la petite anecdote un peu marrante dans le Parlement. Quel est ton sociologue préféré? Bourdieu. Quelle est ta ville préférée? Bruxelles, BX. Quel est ton livre préféré? Le féminisme pour les 99%. Qui est ton idole? Ma maman. Et pour finir, les pailles en carton, oui ou non? Oui.